Nous voilà donc dans le thème de la mode durable. Alors, il faut juste que je me reprenne un petit peu dans mes... Parce que j'ai quand même une petite trame en papier, parce que c'est... Voilà, donc on va aborder donc le thème de la mode durable. Je l'avais déjà un petit peu introduit avec la enfin, en faisant référence à la Fashion Revolution Week, dont on devait aussi avoir un représentant de l'organisation française, de l'association Slow We Are, avec nous à Biot, mais comme ils ont aussi eux-mêmes organisé la Fashion Revolution Week en mode confiné, donc ils étaient absorbés par cela. Et j'avais dit ce matin que cette semaine, elle avait été choisie aussi en mémoire de l'effondrement du Rana Plaza en avril 2013. Tout le monde s'en souvient, cet immeuble qui abritait de nombreux ateliers de confection de mode, de notre mode, hein, qui est écoulé dans nos magasins de fast fashion où les personnes travaillent avec des petits salaires et avec aucune sécurité derrière. Et donc cet immeuble s'était effondré et avait causé la mort de plus de 1000 personnes dans les décombres de cet immeuble. Donc l'éveil des consciences que ça a suscité, cet événement a conduit à la création de la Fashion Revolution Week, qui prône donc une autre façon de s'habiller, de se vêtir, qui est plus durable, qui est plus équitable et qui est plus respectueuse de l'écologie et des écosystèmes et de l'environnement. Voilà, donc c'était pour introduire ce thème et maintenant je te laisse la parole pour voir un petit peu qui est-ce qu'on accueille dans la table ronde que tu vas nous présenter. Ah oui, c'est vrai qu'on est carrément dans le thème. Là, on va parler justement de la mode durable. Est-ce que c'est possible? Et ce qui est formidable, c'est qu'avec tous les intervenants que nous allons avoir, nous allons voir que oui, c'est possible, la mode durable et engagée. Bonjour. Bonjour tout le monde. Oh là là, plein de personnes. Plein de personnes dans mon Zoom. Ah, c'est super, j'adore. Donc, on va faire les petites présentations les uns après les autres, évidemment. Avec plaisir. Alors, j'accueille Alexandra Tens, qui doit être là et qui est la responsable de la plateforme. Voilà, merci Alexandra. C'est la plateforme Super Responsable. Bonjour. Sidonie Dumoulin, la fondatrice de la marque Thelma Rose. Bonjour, oui, Sidonie. Bonjour. Moniaz Bouaï, qui est la créatrice de Supermarché. Bonjour. Supermarché. Voilà, et Bert Vanson sur la partie mode jean. C'est une marque Mood Jean, je le dis mal, mais il n'est peut-être pas là encore. Jeans, oui. Bonjour. Où êtes-vous, Bert? Ah bah voilà. Vous êtes en contre-jour, on vous voit mal, vous êtes en contre-jour. Le temps que vous régliez la lumière, je vais présenter Raïmou Adamou, qui est là aussi avec nous, et qui est la fondatrice de la marque. Alors Raïla, pardonnez-moi si jamais j'écorche le nom de la marque, vous me corrigez, hein, vraiment. Allez-y, essayons. Aïe bouger. Bravo. Il y a un accent et c'est exactement comme ça. Ouais, super. Bouger.com. Je suis vraiment ravie de vous rejoindre tous et toutes aujourd'hui. Bah, écoutez, nous aussi, on est ravis. Avant qu'on démarre dans le vif du sujet, je vais donner quelques chiffres justement sur l'impact de la mode, l'impact de l'industrie textile en règle générale sur l'environnement, puisque on le dit souvent, hein, c'est l'une des plus polluantes de la planète, d'où l'intérêt aussi qu'on se parle et qu'on trouve des solutions tous ensemble. 40%, c'est l'augmentation de la quantité de vêtements achetés en Union européenne entre 1996 et 2012. Ce qui est assez colossal, vous en conviendrez. Et à l'échelle mondiale, la tendance va même jusqu'à 100 milliards de vêtements qui ont été consommés en 2014, selon un rapport de Greenpeace. La fondation Ellen MacArthur, elle, nous dit que l'industrie de la mode produit 20% des eaux usées, 20%, et 10% des émissions de carbone. Donc effectivement, il y a urgence à s'intéresser de près, comme vous le faites, à ce sujet pour que tous, nous puissions être dans une consommation responsable, tout en restant évidemment à la pointe de la mode, j'ai presque envie de vous dire. Voilà, c'est surtout ça. Et puis, dernier chiffre aussi, plus d'un tiers des microplastiques rejetés dans les océans viendraient du lavage des textiles, justement. Et ça, c'est aussi l'Union internationale pour la conservation de la nature qui avait donné ce chiffre. Alors, on démarre tout de suite parce que, bon, la mode responsable, ça fait quand même des années qu'on en entend parler. Finalement, c'est un concept qu'on n'arrive pas bien à capter.
Est-ce que, Alexandra, quand je donne l'inventaire de ces chiffres-là, qui honnêtement sont assez vertigineux, est-ce que c'est ça qui vous a motivé à créer Super Responsable et parlez-nous un peu de Super Responsable. Oui, c'est ça. Déjà, on s'est rendu compte que le marché éthique et éco-responsable devenait de plus en plus, intéressait de plus en plus la population. Et donc, du coup, Super Responsable, donc, notre objectif, c'est de recenser les enseignes éthiques et durables de France, suggérées par notre communauté de plus de 4000 membres. Et on accompagne les enseignes en transition, donc qui souhaitent devenir plus éthiques et durables dans les milieux de la beauté, de la mode, de l'alimentation et de la maison. Quand vous dites on accompagne, vous les accompagnez comment ? Donc, ce sont des services en fait qu'on leur propose. Donc, les commerces sont sélectionnés parmi plus de 50 filtres pour valoriser au mieux leurs engagements et ils bénéficient d'un hébergement gratuit sur notre site avec une page dédiée à leur enseigne, la localisation de leurs points de vente et de leurs vendeurs. Et on améliore aussi leur communication parce que c'est vraiment ce qui pêche aussi beaucoup dans le milieu. Ils ont accès à nos enquêtes publiques qu'on fait avec notre communauté, en fait. Donc, si je résume, sans schématiser, sans caricaturer, c'est comme un gros annuaire des marques qui sont vraiment engagées, responsables. Et comme elles travaillent, elles n'ont pas souvent le temps de communiquer, donc vous faites ça pour elles. C'est ça. Et donc, les internautes, donc c'est un site communautaire qui est en création à Sophie Antipolis et qui sera lancé dès la fin du confinement. Et donc, les internautes pourront retrouver toutes ces enseignes qui seront hébergées gratuitement, accéder donc aux informations dont je vous ai parlé et obtenir leur carnet d'adresses en ligne en ajoutant les enseignes dans leurs favoris pour ne pas les perdre de vue, parce qu'on sait que toutes les marques éthiques et éco qui se lancent sont encore nouvelles. Il y a un manque de confiance de la part des internautes et donc il faut leur laisser le temps, il faut aider les internautes à mieux comprendre leurs engagements, à mieux les estimer aussi, à les aider à connaître leur propre impact environnemental au niveau de leur consommation. Voilà. Mais c'est déjà pas mal, attendez, ça fait un beau programme. Hein. Merci. Sidonie, l'histoire de votre marque Thelma Rose, elle est un peu différente parce qu'au départ, vous ne partiez pas forcément sur un concept éco-responsable tel qu'il est aujourd'hui. C'est une succession d'événements qui se sont… Alors si, nous on est toujours partis sur ce concept éco-responsable. En fait, l'ADN de la marque n'a jamais bougé. Par contre, il est vrai que la marque Thelma Rose aujourd'hui, c'est la marque petite sœur d'une première marque qui était adressée aux femmes enceintes. Et en l'occurrence, nous, on n'a pas attendu du coup l'émergence de tout ce concept d'éco-responsabilité. Moi, j'ai fait en fait il y a 20 ans un voyage autour du monde et j'ai pris conscience de l'urgence climatique dans laquelle on était. Donc, quand on a conçu la marque, naturellement, en fait, toutes les valeurs se sont posées et elles se sont posées de cette manière-là. Le Made in France, la certification, les circuits courts et puis les matières haut de gamme. En revanche, l'histoire de la marque a fait qu'elle a eu un premier lancement en 2016 qu'on a arrêté pour plein de raisons, économiques évidemment, et qu'en fait, en voyant les mentalités évoluer, on a relancé la marque et cette fois, en fait, la marque est relancée en digital. Donc, on n'a pas d'intermédiaire, ce qui nous permet de rendre la qualité. Nous, on travaille avec des matières haut de gamme, ça nous permet de rendre la qualité abordable. Voilà. Parce qu'au départ, Sidonie, vous aviez des points de vente physiques. Oui, exactement. Donc, du coup, en fait, comme nous, on est calé sur notre coût de revient, on avait des coûts, un prix public qui était relativement cher et on s'adressait à une femme qui avait un réel pouvoir d'achat. Aujourd'hui, on s'adresse à une femme qui est beaucoup plus large, un public beaucoup plus large que celui qu'on avait avant. Quand vous dites que votre prise de conscience, elle émane d'un voyage autour du monde, vous avez eu cette révélation de l'urgence climatique. Il y a un pays en particulier, il y a une anecdote en particulier? Alors en fait, oui, alors il y a un pays, moi, qui a été l'Inde, Calcutta en l'occurrence, qui était une ville dans laquelle je ne devais pas aller, j'y suis restée bloquée. Ça a été hyper dur. Je parle de ça, on est dans les années 2000. Hein. Et j'ai terminé mon voyage aux États-Unis. Los Angeles, où les gens, voilà. Donc, on est sur une vision du monde qui est juste apocalyptique. Et là, c'est pas possible, en fait. Donc c'est vrai que ce combat, cet engagement pour l'environnement, ça fait 20 ans que je le porte.
Voilà, je le porte aujourd'hui avec cette marque. Et pour la petite anecdote, en l'occurrence, nous, on a relancé vraiment en testant le positionnement et on a un accueil hyper favorable. Voilà, hyper favorable. Thelma Rose a un très bon redémarrage avec des femmes qui sont hyper enthousiastes, hyper contentes. Voilà. Vous sentez la prise de conscience, vous avez la vôtre depuis une vingtaine d'années évidemment, mais est-ce que vous sentez aussi auprès de votre public, de vos clientes, justement qu'elles aussi, elles ont Elle cette est envie-là? énorme. En 2010, on ne parlait pas de marque éco-responsable. Nous, on était plutôt une marque made in France, en fait. Il nous est arrivé, lors du démarrage de notre marque, qu'on nous compare à H&M parce qu'on fait des modèles intemporels. Donc voilà, donc du coup, en fait, l'esthétique des modèles étant sobre, finalement, on nous disait, mais oui, on pourrait trouver ça beaucoup moins cher chez H&M. Donc c'est quelque chose qui nous faisait bondir. Le Made in France était perçu comme quelque chose d'assez cher. En fait, il n'y avait pas cette notion de sens en fait dans les achats, il n'y avait pas cette notion d'engagement. Et c'est vrai que moi, je le date il y a à peu près 3-4 ans, où effectivement le Made in France, l'attention aux matières, l'attention aux coupes, l'attention à ce que les femmes achètent est beaucoup plus prononcée. Pour moi, c'est la suite logique un peu de ce qui s'est passé sur l'alimentaire, en fait, avec le bio, les achats locaux, etc. On est vraiment dans ce processus-là. Oui, ça suit effectivement le même Ouais. cycle. Alors, vous me faites une transition géniale, Sidonie, bon merci beaucoup, parce qu'on va parler d'une forme de cycle, le cycle du vêtement aussi. Le cycle du vêtement, c'est pas simplement une fois qu'il nous intéresse plus, soit le jeter ou l'offrir à des associations pour d'autres. Ça peut être aussi de le recycler soit à titre personnel, soit pour d'autres. Et ça, c'est Monia qui va nous en parler, parce que la responsabilité environnementale, c'est aussi le recyclage des vêtements et la raison d'être de supermarchés. Vous nous racontez un peu l'histoire, Monia? Oui, avec plaisir. Donc Supermarché, c'est une marque de vêtements où les collections sont fabriquées à partir de vêtements de seconde main, qui sont donc transformés, recyclés, plutôt upcyclés, donc pour le terme anglais, sur cyclage en français. Donc l'idée, c'est de récupérer des pièces déjà existantes, de les acheter le plus possible dans des sources associatives type Emmaüs, Croix-Rouge, etc. Et ensuite des ressourceries et ensuite enfin toutes les sources qu'on peut connaître à l'échelle du grand public pour la seconde main, de transformer ces pièces qui en général sont des pièces plutôt classiques pour les rendre un peu plus intéressantes ou un peu plus actuelles. Et ça, je le fais en partenariat avec un atelier d'insertion, un atelier de couture et qui est aussi donc un atelier d'insertion professionnelle qui est à Saint-Denis dans le 93. Donc moi, la marque est basée à Paris et donc là, c'est au nord de Paris. Et concrètement, j'interviens moi personnellement sur les pièces de l'achat des vêtements de seconde main jusqu'à la coupe. Et ensuite, j'apporte tout un peu en kit quoi, dans cet atelier. Et c'est les salariés de l'atelier qui vont intervenir pour la couture. Et l'idée, effectivement, en lançant la marque, c'était surtout mon envie de continuer, parce que je travaillais dans la mode précédemment, c'était de continuer dans ce domaine-là, mais en essayant d'avoir un impact réduit. L'impact n'est pas de zéro, parce qu'il y en a quand même un, mais l'idée était de baisser cette empreinte-là et d'essayer de faire un partenariat un peu vertueux voilà, avec d'autres personnes. Vous travaillez où avant, Monia, pour qu'il y ait cette prise de conscience aussi, ce switch? Alors, pour tout vous dire très rapidement, au tout départ, j'étais plutôt dans le travail social. J'ai fait une formation d'éducatrice spécialisée, j'ai eu mon diplôme. Je n'ai pas travaillé dans ce domaine-là parce que la mode m'intéressait aussi. Donc ensuite, j'ai fait des études dans la mode et j'ai travaillé plutôt à faire du développement produit. Donc, c'est des métiers qu'on ne connaît pas, que le grand public ne connaît pas parce qu'on n'en parle pas, mais c'est plutôt le côté accompagner les créatifs pour réaliser une pièce, sortie du croquis, que ça devienne une pièce en réalité, avec une notion de prix de revient, quoi, combien nous coûte le produit et combien on va le vendre au final. Donc, j'étais plutôt de ce côté-là. Et plutôt, pour être tout à fait honnête, pour des marques qui faisaient plutôt bien les choses. Donc, des marques haut de gamme, moyen haut de gamme, où personnellement, j'ai pas subi, j'ai pas eu à faire des choses dans des conditions déplorables humainement ou avec des quantités astronomiques. J'ai été assez épargnée de ça, donc ça, j'en suis plutôt contente. C'était plus un peu de scepticisme sur la frénésie des sorties de collection, sur le fait qu'il y ait toujours une offre, que ce soit sans cesse, que ce soit un flux continu de propositions
où je me demandais, j'étais persuadée que personne n'avait eu besoin de ça, enfin, moi la première, et je ne voyais pas pourquoi des clients qui avaient déjà acheté des choses le samedi précédent reviendraient encore ce samedi pour acheter enfin, ça n'avait aucun sens, quoi. Donc voilà. Très bien. Alors là, ce qui est super en fait avec vous, c'est qu'on a un maillon de la chaîne et une façon d'être responsable dans la mode de manière différente. Donc, ça offre un panorama assez varié. Et alors, là, on va s'attaquer au sujet dont on parle très souvent, c'est le jean, parce que le jean est souvent cité comme un produit extrêmement polluant. De toute parfois, c'est même, je crois, le tour de la Terre pour arriver de la matière première jusqu'au consommateur final. Donc, on imagine en termes de CO2 ce que ça représente. 2000 litres d'eau aussi pour être fabriqué. Bref, comment vous avez fait, vous, avec Mood Jeans, pour faire en sorte d'être dans une éco-responsabilité très forte pour le denim? Quelle introduction. Merci Elsa. Bonjour à tous. Bonjour. Je suis aux Pays-Bas, 10 degrés ici. Vous êtes mieux habillés que moi, donc nous sommes dans la chaleur. Le jean, oui, comme vous le dites, c'est un des produits les plus polluants dans l'ensemble du textile. C'est la raison pour laquelle je me suis mis là-dedans, parce que j'ai une carrière de plus de 35 ans dans le textile. J'ai commencé en Chine, j'ai vu passer le mode, le textile, de quelque chose qui était beau, qui était là pour se protéger, pour se montrer, vers une industrie qui est explodée vers le fast fashion. Aujourd'hui, on dirait que le produit n'a plus de valeur, j'ai l'impression. Et donc, il y a 8 ans, en 2012, je me suis dit comment pouvoir changer les choses et avec quoi. Donc, j'ai pris le jean parce que c'est le plus polluant. C'est énorme, le marché du jeans. Il y a 2 milliards de jeans vendus chaque année. Donc, si on arrive à changer quelque chose là, je pense que ça peut être intéressant. Donc, là, j'ai commencé à me dire, OK, faisons des jeans avec du bio-coton dans les usines où les gens sont bien traités, fair trade, où on utilise le moindre possible de produits chimiques, tout ça. Et ça, c'était en 2012, OK, mais pas assez, parce que moi, je me suis dit, il faut aussi être responsable pour le produit tant qu'il est sur le marché et ce qui se passe après. Donc, nous avons inventé un système pour re-avoir les jeans après usage. Dans 2 façons, soit avec du deposit, donc les gens, chez nous, ils ont 10 € de ristourne quand ils rendent leurs anciens jeans. Donc, c'est rien de génial, mais bon, c'était l'idée. Et l'autre idée, avec ça, on a beaucoup de presse. Vous pouvez aussi leaser un jean chez nous. Et tout le monde s'est dit, c'est complètement idiot parce que c'est quoi, c'est comment. Ah oui. Donc, ça nous a beaucoup aidé. Ça nous a beaucoup aidé à être connu comme marque. Ça marche facilement. Vous veniez membre à 29 € et puis pendant 1 an, vous payez 7,50 € par mois. Et après 1 an, vous êtes propriétaire du jean, mais l'idée, c'est que vous pouvez changer. Donc, au lieu du fast fashion, vous avez le choix d'avoir un autre modèle, ou notre coloris, notre washing, sans avoir l'idée d'être poussé vers le fast fashion. Et si vous voulez le garder pendant 10 ans, tant mieux, c'est bien. Il y a aussi le service de réparation. Donc tous pour faciliter au consommateur une alternative, pour lui donner une alternative. C'était l'idée du début. Ça marche bien. On vend maintenant dans 300, on vend en des retailers, 300 magasins en Europe, surtout les pays allemands, Autriche, Suisse, Hollande, Belgique. On vient de commencer en France avec un agent qui est très fort, qui fait aussi la distribution d'EcoAlf. Et notre site web, heureusement, aujourd'hui, marche bien aussi. Donc, avec la période d'aujourd'hui, les ventes sur les retailers sont complètement arrêtées. Mais les ventes online sont encore assez fortes parce qu'on a une clientèle très au cœur qui reste avec nous, qui sont là. Donc, on a écrit cette année un rapport un LCA, Life Cycle Assessment, pour être complètement transparent. Donc, chez nous, la transparence est très importante.
vous pouvez tout savoir. Quels produits chimiques on utilise, on essaie de ne pas en utiliser. Mais par exemple, pour vous donner un exemple, l'indigo, le dye stuff pour le bleu du jean, il est très toxique. Et aujourd'hui, depuis il y a 3 ans, il y a une autre façon de teindre avec un autre indigo qui est biodégradable. Donc, on l'utilise. Et tout ça, ça s'améliore. Pendant les 8 ans que je l'ai fait, on a vu passer beaucoup de choses qui sont là pour faire mieux. Par exemple, on peut utiliser du laser pour donner l'effet usé. Avant, c'était avec du délavage, beaucoup d'eau, beaucoup de produits chimiques. Donc, il y a plein, je peux continuer, mais il y a plein de techniques qui sont améliorées la production du jean. Et chaque fois qu'il existe, on utilise, oui. Et Berthe, vous n'êtes pas tenu légalement d'être aussi transparent. C'est votre choix, vous, en tant que marque, de donner ces éléments-là aux consommateurs. C'est notre choix. Nous sommes aussi B Corp, je ne sais pas si vous connaissez, mais Benefit Corporation. Là aussi, on passe tous les 2 ans un assessment. Les abeilles. Et on explique tout. Vous pouvez savoir tout sur notre site web. Regardez-le, il est assez compliqué, mais il y a 78 pages d'explications d'où et comment on fait quoi et pourquoi. Et pour vous donner une autre idée, aux Pays-Bas, on aime bien le vélo. Donc, depuis l'année passée, on livre maintenant dans 33 villes en vélo. Donc, ça existe maintenant, on s'en sert. C'est plein de choses que nous, on aime bien, on le fait parce que c'est mieux. Donc, chaque jour qu'on rentre au bureau, on se dit, qu'est-ce qu'on peut faire mieux aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on fait d'habitude? Est-ce qu'il y a moyen? Est-ce qu'il y a une autre possibilité? On fait. Donc, on peut améliorer tous les ans, toutes les jours. On reviendra tout à l'heure parce que j'ai une question relative au site internet versus les points de distribution physique avec toute la communication que vous avez mis, notamment le fait de pouvoir s'abonner quelque part pour 1 an et puis changer de jean quand on veut. On reviendra parce que ça, c'est intéressant de savoir si ça peut être aussi faisable sur Internet, mais on va passer à Raïla qui, pour cette dernière présentation globale de qui fait quoi, histoire qu'on sache à peu près où chercher les informations. Alors Raïla, la responsabilité, c'est aussi un engagement. Et moi, c'est un peu comme ça que j'ai compris l'histoire de votre marque, un engagement collectif global, surtout avec une volonté de soutenir l'Afrique. Vous nous expliquez un peu le rationnel, le point de démarrage de la marque Made Budget, parce que je l'ai bien dit tout à l'heure, je vais continuer à le faire. Exactement. Et ben, c'est vraiment ça. Et ça part vraiment de un peu ce que disait Sidonie tout à l'heure, de la volonté de donner du sens, en fait, de donner du sens à l'achat. Quand je me suis lancée, j'avais vraiment dans l'idée d'accentuer. Moi, je vis en France depuis une dizaine d'années et j'ai toujours été une consommatrice de mode. J'aime beaucoup, mais la question de l'écologie et d'avoir du sens, d'avoir cet impact écologique présente chez moi depuis pratiquement toujours. Je viens du Niger, je suis née, j'ai grandi là-bas. Et là-bas, le développement durable, la désertification, le fait de faire attention à sa consommation d'eau, à la consommation d'électricité, à la façon… En fait, on fonctionnait déjà là-bas de façon flux tendu. On s'habille quand on en a besoin, on part amener le vêtement chez le tailleur pour ce besoin précisément et il rentre dans notre garde-robe. Et donc, une fois en France, j'ai vraiment senti le besoin en fait de créer un pont entre les deux, entre la façon dont nous on consommait en Afrique et tout ce qu'il y avait là-bas et ce besoin en fait que je voyais de plus en plus ces 3-4 dernières années en France de changer de faire bouger les choses et de changer les habitudes de consommation. Surtout quand j'ai fini mes études dans les années en 2016, j'ai vraiment consommé beaucoup de documentaires True Cost sur la mode responsable, sur l'écologie. J'ai beaucoup lu, que ce soit le bouquin d'Elisabeth Laville, celui de Mouchtaline sur Une autre mode est possible. Et ça m'a, quand j'avais ce petit côté d'entreprendre, de créer quelque chose qui n'existait pas ou qui n'avait pas été assez mis en valeur, en fait, rejoindre la mode, l'Afrique et la responsabilité, ça a fait complètement sens. Et parce que ce n'était pas forcément mon domaine de base, j'ai fait de la finance, je suis passée chez EY avant de me lancer à 100%
On fait tous des erreurs, hein, ne vous inquiétez pas. Hein. J'appelle hein. ça des erreurs, j'appelle ça un parcours. Un stage. Un parcours exactement intéressant qui a vraiment, pour le coup, façonné l'a structuré, disons, mon organisation et ma façon de penser. Et je pense que c'est intéressant de prendre le bon côté, en fait, de tout pour former on en a besoin, en fait, pour former un monde nouveau. Et je sais que j'ai eu ce besoin, je me suis fait accompagner, en fait, dans la définition de ma problématique à impact. Parce que ce qui comptait le plus pour moi, en fait, c'est de mettre en avant, en fait, certes, les talents, les richesses, mais aussi toutes ces perles et ces pépites qu'il y avait en Afrique, mais de faire tout autant de sens ici en France en termes de consommation et d'impact. Donc, on a eu, j'ai passé 1 an incubé chez Incoplex 93 à la Cité Fertile, où j'ai pu définir l'impact environnemental, l'impact humain nécessaire, en fait, déjà qui existait dans chaque achat, mais aussi dans chaque production. Ça m'a permis, en fait, de pouvoir sonder, mettre en place la sélection, la charte de la marque responsable, nos critères de sélection, mettre en avant nos valeurs, en fait, celles qu'on veut mettre en place au sein de notre cercle vertueux, parce qu'au final, Mes Bougers, c'est un site multimarque qui regroupe des marques, mais aussi des initiatives, des artisans et des produits artisanaux qui ont un impact environnemental et humain en Afrique. Et ce n'est que normal d'avoir cet impact humain, mais aussi environnemental en France. Donc, ça a été aussi une vraie question, une vraie réflexion qu'on a menée toute l'année dernière à la Cité Fertile, où on a décidé, en fait, de faire de la responsabilité, de la transparence aussi, notre raison d'être. Dès le lancement de l'entreprise l'année dernière, on a voulu mettre en place une charte, mais aussi un guide RSE pour nous, déjà nous responsabiliser, nous challenger et avoir aussi ce devoir de s'auto-évaluer régulièrement. Ça, c'est mon côté EY, de s'auditer interne mais aussi pour prendre les bonnes leçons. Et j'admire beaucoup, du coup, quand je vois le chemin parcouru par Berthe avec ce fonctionnement, ce cycle de vie du jean qui a été tellement bien pensé et amené et transmis au consommateur. Et nous, c'est ça qu'on veut, c'est ça qu'on veut avoir comme impact auprès du consommateur. On parle beaucoup et depuis longtemps de la consommatrice, celle qui agit pour le changement, celle qui agit. Et aujourd'hui, j'ai vraiment envie de vulgariser, en fait, et ce terme, tout en ayant cette touche et cette pensée africaine. Parce que pour finir dessus, ce qui est très important avec ce côté Afrique, notre point de départ, et l'Europe, notre point d'arrivée, c'est en fait inverser, pour ainsi dire, le mauvais circuit de la mondialisation. Parce qu'en un sens, on en a beaucoup profité pendant les 30-40 dernières années et aujourd'hui, on se rend de plus en plus compte, surtout avec la fast fashion, en fait, de l'achat qu'on fait du t-shirt à 3 € de chez H&M, l'impact qu'il a en Bangladesh, en Chine. Et en fait, pour toute la planète, au final, vu que les émissions carbone, les eaux usées, etc., ça revient à la source, à la planète. Et c'est nous tous qui trinquons au final. Donc, j'ai voulu vraiment mettre l'accent, du coup, sur ce terme de glocal, mettre aussi en avant l'importance de penser la mondialisation de façon durable et ne pas se renfermer dans le protectionnisme de façon trop ferme, mais s'ouvrir et faire exactement, être contre l'autarcie, mais faire de la mondialisation, travailler avec le loin, l'international de façon intelligente. C'est vraiment ça qui est intéressant pour mettre du sens à l'achat de tout le monde. Sans exploitation non plus, c'est ce que vous disiez aussi, Raïla, en lame de fond aussi, on a bien saisi, notamment pour cette histoire de t-shirt à 3 € qui impacte évidemment l'environnement, mais pas que l'environnement, l'économie aussi du Bangladesh. Voilà.
Exactement. Ouais, non, mais tout à fait. Bon, bah voilà, je crois Le que maintenant, fait on sait est- à peu près qui fait quoi. Le fait Pardon, est, Alexandra, oui, allez-y. ça lag un petit peu. Le fait est, si je peux me permettre, c'est que personne n'a été éduqué à consommer responsable. En fait, Et ouais. on doit s'auto-former, on doit accorder notre confiance aux organismes concernés, ce qui n'est pas simple, à cause du greenwashing qui brouille les pistes. Donc le greenwashing, pour ceux qui ne savent pas, c'est faire croire qu'un produit est responsable Et par des responsable. astuces marketing alors qu'il n'en est rien, et qui fait que le consommateur est méfiant envers les marques et aussi envers les labels qui pleuvent un petit peu partout. Donc on a cet intérêt pour l'éthique et l'éco-responsable qui revient de plus en plus, mais en même temps, il y a des difficultés aussi pour le consommateur, pour l'internaute qui a été habitué à avoir des privilèges aussi d'acheteurs. On a aujourd'hui une rapidité de service, un large choix de produits de tendance à des prix abordables, et on a du mal à s'en défaire pour se lancer dans cette transition et à comprendre aussi le sens, le réel impact que ça peut avoir. Et c'est parfois aussi très... Moi, quand je me suis lancée dans la consommation responsable, j'ai déchanté. Je voulais vraiment faire les choses bien, de la meilleure façon. Et proposer les meilleures, la substantifique moelle, quoi, les meilleures choses qui se font dans ce milieu, et les rendre abordables aussi, les vulgariser aux consommateurs, parce qu'on n'a pas non plus aussi le temps de comprendre, il faut vraiment vouloir s'intéresser à ça pour comprendre tous les éléments de la chaîne de valeur d'une entreprise, Complexe aussi. du début jusqu'à la fin, et voilà, et estimer du coup cet engagement. Non, mais on sent une forme de colère aussi quelque part quand vous vous exprimez là-dessus, Alexandra, et c'est bien parce qu'elle est constructive, la colère. Mais en fait, c'est quoi? C'est qu'il y a un besoin d'éducation aussi du consommateur sur qui est vertueux, qui ne l'est pas, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Et ça, c'est la question que j'ai aussi envie de poser à Monia, qui est dans le recyclage, enfin l'upcycling du vêtement. Comment on incite les gens justement à recycler leurs vêtements, parce que ce n'est pas quelque chose de naturel, même si on l'a compris en écoutant Raïla. C'est vrai que l'Afrique là-dessus a des longueurs d'avance. C'est quelque part ce qu'exploite Berthe aussi avec le cycle du jean. Je voyais une forme de correspondance entre vos deux trajectoires, Raïla et Berthe, sur les produits en fait. Mais vous, Monia, comment vous faites pour les inciter, pour que ça rentre dans l'ADN du consommateur d'aujourd'hui? Alors, moi, la vision que j'en ai, peut-être qu'elle est pas exacte, mais j'ai plutôt le sentiment que les gens, ça veut jamais rien dire, mais que le grand public, la population, a perçu que le vêtement avait encore une valeur, même quand il n'en avait plus une valeur affective pour nous, mais qu'il pouvait aller pour une association, qu'il pouvait peut-être le revendre directement, ça générait du chiffre d'affaires pour aider aux actions de cette association, créer du logement, créer de l'emploi. Donc ça, j'ai plutôt l'impression que cette information-là, elle est saisie par le grand public. Après, l'idée, c'est plus sur modifier nos façons de consommer. Là, il s'agit de textile, mais nos façons de consommer en général. Pour le coup, oui, je partage assez l'idée que en fait, le grand public, il y a une forme de culpabilité où on demande aux gens d'être responsables de leur façon d'acheter, de s'engager, quoi, en fait, dans l'acte d'achat, et de vraiment être précautionneux. Et à la fois, l'offre, elle est quasi inexistante. L'offre, c'est-à-dire à un prix, ça ne sera pas 3 €, parce que 3 €, ça n'existe pas. Enfin, ça, c'est un faux prix. Les prix qu'on a connus jusqu'à maintenant sont basés sur le fait que des gens se font exploiter et la planète est un désastre. Donc, ce prix-là, on n'y arrivera jamais si on veut faire quelque chose de correct. Donc, ce n'est pas l'idée. Donc, il va falloir faire un effort financier, mais on le voit d'autant plus là en ce moment avec la crise. Mais cet effort financier, on ne peut pas le demander aux gens. Ces moyens, pour la grande majorité des gens, on ne les a pas. Donc, pour moi, alors il y a l'action que je mène moi avec Supermarché, c'est une chose, mais dans ma vision, si on me demandait le futur un peu de la mode, qu'est-ce que ça doit advenir, c'est plutôt que les grandes marques, toutes ces grandes choses qui existent, qu'on connaît, se responsabilisent et fassent bien les choses, parce qu'elles en ont les moyens. Disons que moi, je n'ai pas en tout cas le sentiment, enfin, l'upcycling a son futur, et il y a plein de choses à faire là-dessus, mais l'upcycling, il existe parce qu'il y a un problème, parce qu'il y a un gisement. Si les vêtements, ils étaient pensés et fabriqués pour être usés jusqu'à la corde, et qu'après, ça devenait des morceaux de tissu qui étaient biodégradables, et je ne sais pas, il y a toute une technologie aussi autour de la matière, il n'y aurait pas ces gisements en fait, de vêtements de seconde main.
Donc, c'est plus, ça vient pallier pour un moment qui va être des dizaines et des dizaines d'années, malheureusement. Mais l'idée, ce serait plus pour moi de dire comment on fait pour fabriquer des matières qui, quand elles vont se dégrader, vont bien se dégrader, qui vont durer longtemps et qui, une fois que le vêtement est en fin de vie, il est en fin de vie. Et qui pourront resservir aussi. Quelque chose. Ouais, voilà, exactement. Et pas West. Ah, pardon, Raïla, allez-y, excusez-moi. Oui, c'est ce que je disais sur ce qui est très intéressant. Ce qu'il ne faut pas oublier avec la fin de vie des vêtements, c'est que typiquement, 70% des vêtements qui ont été collectés par Emmaüs ou donnés dans les bennes du relais finissent pour la plupart du temps en Afrique. Revendus dans un circuit qui représente 35 milliards d'euros pour la France, qui est quand même énorme. Sauf qu'une fois repartis en Afrique, ces vêtements ont tendance à rentrer dans un marché qui dégrade l'industrie locale du textile, qui se bat en fait pour survivre sur du flux tendu ou avec des matières premières locales. Et de l'autre côté, on a tous ces vêtements qui viennent de la fast fashion, de l'Europe, des États-Unis, qui sont déversés en Afrique, qui au final devient aussi du déchet textile. Et c'est pour ça qu'il faut vraiment voir tout le cycle de vie en fait dans tout le vêtement en fait tout au long du cycle du sourcing des matières premières, l'approvisionnement, la production, le niveau de vie de la main d'œuvre qui les a fabriqués, la consommation, ce qu'on en tient de la consommation jusqu'à la fin de vie du vêtement, comme ce que fait Moumia. Mais en y pensant, c'est pour ça aussi que de plus en plus nous on a commencé à encourager, à inciter à consommer de la seconde main ici en France, parce que consommer de la seconde main ici en France, ça a un énorme impact sur l'Afrique, sur l'Afrique, mais sur le cycle de vie du vêtement en général en fait. Alors vous Sidonie, quand on prend le cycle de vie du vêtement, du sourcing des matières premières jusqu'à la main-d'œuvre, je dirais, qui confectionne le vêtement, vous l'avez réfléchi comme ça en fait, déjà dès le départ, c'était global. On va dire que nous, en fait, un point qui était important, effectivement, c'est d'avoir un sourcing à proximité, en fait, de vraiment inscrire notre marque sur de la qualité. Donc, de ce point de vue-là, le Made in France s'imposait assez facilement. Vous nous dites, Sidonie, en 2 mots, le type de vêtements que promeut Thelma Rose? Alors, Thelma Rose, en fait, ce sont des intemporels. On est vraiment sur des basiques, en fait, le t-shirt, la robe noire, le débardeur, etc. En revanche, on propose une qualité de matière qui est hyper agréable à porter. On est vraiment sur une matière effet seconde peau, en fait. Donc, elle est extrêmement douce. Et en plus, c'est vrai que c'est une matière qui tombe bien, qui du coup a un tombé très féminin. Et on a en fait, les femmes nous disent généralement qu'elles se sentent très bien, très belles dans ces vêtements. Donc voilà. Mais oui, nous, on est sur des intemporels et en fait, on revendique la durabilité parce que à travers le mot basique ou intemporel, ce sont des vêtements qu'on peut porter en toutes circonstances, ce sont des vêtements qu'on peut porter saison après saison, ce sont des vêtements dont on ne se lasse pas, en fait, qui ne sont pas victimes de la mode, qui ne sont pas victimes d'une saisonnalité. Donc voilà, et on offre effectivement une qualité durable. Et le Made in France, le Made in France qui fait partie de votre ADN aussi, qu'est-ce que ça implique financièrement? Est-ce que vous partez finalement avec les mêmes cartes dans les mains que d'autres marques quand vous décidez de tenter un marché? Non, parce que là, je viens de faire un article, par exemple, parce qu'effectivement, je pense que du coup, en tant que marque éthique, on est tous dans un processus d'évangélisation à ce qu'est la consommation responsable, et notamment, on se heurte à ce phénomène de prix. Moi, je viens d'écrire un article là en disant que la mode, sur le marché de la mode, il faut quand même comprendre la constitution du prix, c'est-à-dire que c'est quand même un marché avec un paramètre, c'est-à-dire que les marques, en fait, font du prix psychologique, qui est complètement déconnecté de la qualité. Voilà, ça c'est quand même, on est vraiment sur l'image. Et puis de l'autre côté, on a la fast fashion qui effectivement établit en fait ses prix sur leur coût de revient, mais avec des volumes astronomiques et des négociations à la base qui sont juste folles. Donc moi, je ne pars pas avec les mêmes cartes parce que forcément, je ne vais pas marger à 7 ni à 15, comme peuvent le faire les marques branchées. On est sur un niveau de marge qui est très raisonnable avec des coûts de revient qui sont hyper importants. Mais à la fin, j'ai effectivement des femmes qui sont
ultra satisfaits de leurs achats et qui sentent aussi du coup qu'on les prend pas, enfin, ce ne sont pas des cartes bleues nos clientes. Voilà. Et que ce n'est pas du greenwashing comme le dénonçait Alexandra tout à l'heure. Je vais passer la parole juste à Berthe. Alexandra, pardonnez-moi. Pardonnez-moi, je suis désolée. On va essayer d'équilibrer un peu le temps de parole, sinon on ne va pas s'en sortir. Hein. Je suis maître du temps, je suis un peu dure là-dessus. Je suis désolée. J'ai une petite question parce qu'en fait, Berthe va devoir nous quitter parce que c'est son anniversaire. Donc on va lui fêter tous ensemble. Joyeux anniversaire. Voilà, exactement. Berthe, j'ai 2 questions pour vous. La première, c'est tout à l'heure, vous parliez donc du site internet donc de Mood Jeans. Est-ce que vous arrivez à mettre la même qualité de service que dans des points de vente, type justement ce système d'abonnement, ou de venir changer son jean quand on veut? Est-ce que ça marche aussi simplement que dans un point de vente? C'est la première question. Et après, j'en ai une autre, donc partez pas tout de suite, Berthe. Hein. Non. Donc, en fait, c'est déjà deux questions. C'est très difficile de vendre une paire de jeans online parce que le consommateur veut essayer, donc c'est clair. Mais on y arrive, on a des bons tools, on travaille même avec une société française qui nous aide à mieux expliquer aux clients quelle forme et tout ça, et les measurements. Donc ça marche. Notre système de leasing ne marche seulement online, chez nous, dans notre propre site web, que nous sommes en train d'améliorer. Nous utilisons en fait cette crise aussi pour faire un step forward et aussi de maintenant faire accepter le système pour les retailers. Donc, nous allons sortir une formule en septembre qui va résoudre beaucoup de problèmes pour les retailers, pour les petits magasins qui sont très fans pour avoir notre marque, mais qui vont avoir des difficultés. Premièrement, financièrement, aujourd'hui, c'est difficile pour eux aussi, nous aussi. Mais on va trouver un système où ils peuvent prendre dans toute notre collection. Nous faisons des collections trans-seasonal, ça veut dire qu'on ne fait pas de collection. On a des super bons jeans qui sont des super bons fits. Et de temps en temps, on prend un autre modèle ou un nouveau washing et on change très rarement nos modèles. Donc déjà, ça aide beaucoup à ne pas avoir... Vous n'allez jamais trouver un Mood Jeans en vente, en solde. Parce qu'on fabrique seulement ce que le marché nous demande. Déjà, ça, c'est un grand étape. Donc, on va essayer d'aider le petit retailer qui n'est pas sur la main street, mais qui est donc dans la deuxième division, on va dire, qui veulent vendre nos marques. Financièrement, on va les aider à dire, faites une petite investition et nous, on peut livrer toute notre collection avec ça. C'est un peu compliqué à expliquer comme ça, mais je peux vous dire, ça va marcher. Et deuxièmement, je suis complètement d'accord avec Alexandra qui dit que c'est très difficile pour le consommateur, qui fait quoi, comment. C'est pour ça que nous, on trouve que la transparence est hyper important. Et deuxièmement, il faut aussi faire comprendre, et ça c'est notre rôle aussi, de dire chaque fois que vous, consommateurs, achetez quelque chose, vous votez pour quelque chose. C'est-à-dire quelque chose. Mais exactement. Le vote par l'achat. Je vous donne mon argent, je suis d'accord avec ce que vous faites, je vais à le faire. Et tant que le consommateur ne comprend pas ça, c'est lui qui décide finalement. C'est pas moi, c'est pas vous, c'est le consommateur qui a cette force. Et quand il ne le prend pas à la main, c'est son problème. C'est ça qu'on doit essayer de faire comprendre aux gens qui votent avec le euro. Et c'est tout, c'est le point final. Et la troisième chose que je voulais vous montrer avec un petit screen share, si vous êtes d'accord. Ouais, on essaye d'utiliser ce modèle-là. Pour nous, ça s'appelle The Good is the New Cool Model. Nous, ce qu'on essaye de faire, c'est de dire aux gens, c'est cool de porter quelque chose de bien. C'est cool de porter quelque chose où vous savez de où ça a été fabriqué, par qui, comment et avec quelle technique. Et si on suit ce système-là, nous, chaque fois, on essaye de dire we have to know our purpose. J'espère que ça ne vous dérange pas, je passe en anglais, c'est un peu plus compliqué en français. Mais si on trouve toute cette étape, et je peux vous l'envoyer, ça aide beaucoup à s'imaginer, OK, si je fais ça, ça veut dire ça. Et comme ça, j'arrive à accrocher le consommateur. Oui, puis de voir qu'il y a une relation de cause à effet systématique, en fait, c'est surtout ça, de voir que le consommateur, comme je crois que c'est Raïla qui disait ça, d'être consommateur, non voilà. Ça joue. Je
pour rebondir sur ce que disait Alexandra, après on laissera Berthe partir, pardon Alexandra, mais non, mais c'est par rapport à son, c'est par rapport justement à son schéma en fait. Think citizens not consumers, c'est génial. Parce qu'en fait, nous on a beaucoup de difficultés dans les propos qu'on emploie pour parler aux gens. Dès qu'on parle de consommateurs, tout de suite on est amené vers un modèle capitaliste. Et du coup on est aussi décrédibilisé. Il y a les gens aussi ont du mal à comprendre un petit peu. Oui. Mais on a par exemple aussi sur notre site, vous pouvez le visiter si ça vous intéresse, un parti qui s'appelle Get Rewarded, où on demande on essaie les gens qui portent nos jeans sont souvent aussi fans. Ils sont porteurs, ils sont fiers de leur mode jeans, ils veulent que tout le monde le sache. Donc on essaie de leur donner un tool, dire avec ça, vous nous aidez à mettre une photo sur Instagram ou un truc comme ça. Et, par exemple, avec les écoles, on essaie nous sommes en train de mettre en place un portefeuille pour les enfants qui veulent présenter quelque chose de la mode équitable. Donc, on essaie de donner aux gens des outils. Des outils, oui, exactement, pour expliquer ce que c'est la mode équitable. Et pour qu'ils redeviennent citoyens, surtout, plus que consommateurs. C'est surtout ça que je comprends dans ce que vous faites. C'est de la pédagogie, finalement. C'est de l'action pédagogique très claire. Oui. Et la dernière question, Berthe, après... Je peux rajouter un... Bien sûr, Louise, je ne vous ai pas présenté, mille excuses, Louise. Vous aussi, c'est pas grave, non, mais je n'avais pas de son au début, je suis désolée, c'était de ma faute. Oui, donc moi, je travaille avec Alexandra. C'est juste pour rebondir sur ce que vous dites, Berthe. On le voit d'ailleurs que les gens sont fans de votre marque parce que nous, on a eu la marque Mood Jeans qui a été recensée sur Super Responsable. Donc, on voit que ça fait quand même des émules. Thelma Rose. Oui, Thelma Rose aussi, d'ailleurs. Ah, bah c'est gentil. C'est la communauté, hein, c'est pas nous. Ça prouve que les gens sont vraiment vraiment un engouement pour s'engager dans la consommation responsable. Puis en cohérence et en phase, ça c'est chouette. Dernière question pour vous, Berthe, et après je vous laisse souffler vos bougies dignement. Le 23 août dernier, enfin l'an dernier, il y a eu le Fashion Pact. Qui a été signé. On en parlait tout à l'heure, c'est Monia qui faisait allusion à ça en disant il faut que les grands fassent quelque chose parce que nous, au bout d'un moment, c'est quand même compliqué qu'on puisse sauver le monde avec nos petits bras, même s'ils sont très très musclés. Ça, on l'a bien vu. Donc, ils ont signé ce pacte qui vise à diminuer au maximum les émissions de carbone et à passer à 100% d'énergie renouvelable dans la chaîne d'approvisionnement d'ici 2030. Vous, ça vous semble raisonnable, accessible? Qu'est-ce que vous en pensez, Berthe, de ça? On a signé aussi quelque chose avec B Corp, Net Zero, donc c'est 2030 aussi. On l'a signé, mais c'est complètement inutile parce qu'on le fait déjà, nous sommes CO2 zéro. Moi, je ne crois pas au pacte. Aux Pays-Bas, il y a aussi un convenant avec des entreprises qui disent, voilà, on va essayer de faire mieux d'ici aujourd'hui et dans 5 ans. C'est à peu près la même chose de dire, voilà, je suis marié et je dis à ma femme, voilà, on est mariés et on se donne encore 5 ans pour aller faire n'importe quoi. Et puis, dans 5 ans, on se dit, on ne le fait plus. C'est un bon exemple. C'est terrible. Et on le voit aujourd'hui, le convenant hollandais, toutes les entreprises qui ont signé ce convenant sont aujourd'hui les entreprises qui ne payent pas leurs fabricants au Bangladesh, qui décommandent des commandes, qui annulent les commandes, qui laissent complètement tomber les gens qui fabriquent leurs vêtements. Qu'est-ce que ça vaut une signature sur un pacte? Franchement, ça ne vaut rien. C'est exactement la description du greenwashing au final. Exactement. On a ce label qui est, voilà, nous, on a signé cet acte, mais au final, dans la réalité, étant donné que du coup, le consommateur, il n'a pas forcément la transparence finale de ce qui se passe, dans la réalité, voilà, il y a un tampon vert, c'est gentil, merci, et ça s'arrête là. Donc, moi, je n'ai pas signé le convenant aux Pays-Bas et tout le monde m'appelait disant, voilà, Bert, qu'est-ce que vous faites? Vous n'êtes pas équitable. Ça n'a rien à voir. Donc, excuse-moi, mais je ne suis pas fan des pactes et des convenants. Puis après, l'histoire nous a montré récemment que quand on signe des traités, on peut très bien s'en soustraire aussi après un mandat électoral différent. Donc, c'est sûr qu'on peut remettre en question les signatures de pactes. Tout ce qui est, comment dire, faire des audits et tout ça, c'est important. Et c'est vrai que moi, je ne peux pas non plus voir toutes les boules de coton d'où ils viennent et comment ils sont faits.
mais j'ai du mal aussi avec tout. Donc, c'est pour ça, la raison pour laquelle j'y vais moi-même. Notre équipe était en Tunisie, voir nos collègues qui font nos jeans et on les a interviewés. Vous pouvez voir ces interviews sur notre YouTube channel. On essaie de vous tout montrer. Et si on fait quelque chose de mauvais ou de mal, on est aussi le premier à dire, OK, on doit améliorer, on doit faire mieux. Bah, ce que j'entends dans votre discours aussi, Berthe, c'est que finalement, c'est la détermination et la volonté personnelle d'un chef d'entreprise, quelque part. Hein. Les valeurs qui sont transmises dans une société, elles sont intrinsèques aussi à celui qui les crée. Oui, je pense. L'exigence de transparence, vous le ressentez aussi, vous qui êtes créatrice. On peut vous laisser, pardon Berthe, hein, s'il est temps que vous y alliez, si les enfants se manifestent derrière, allez-y, pas de problème. Merci beaucoup. Merci. Salut Berthe, bon anniversaire. Alors, mesdames, c'est pour vous à qui j'adresse cette question. Est-ce que Moi, je pense effectivement que l'ADN d'une entreprise est complètement le reflet d'un état d'esprit en fait de ses dirigeants. C'est pour ça que parler aujourd'hui de transformation de modèles existants qui en plus ont pourri la planète, bon, je suis un petit peu sceptique. Je crois que j'ai beaucoup de colère aussi envers tous ces acteurs-là, mais au-delà de ça, je suis un petit peu sceptique. Voilà, parce que ça veut dire une transformation totale de leur modèle économique. En vrai, c'est ce qu'on leur demande. Je n'y crois pas. Donc, comment on fait, Sidonie? Alors, on parle de cette pédagogie avec le consommateur à qui on rend les clés de sa citoyenneté? Moi, j'ai beaucoup d'échanges, effectivement, du coup, avec les consommateurs, des échanges qui sont aujourd'hui essentiellement tournés sur le prix, qui est quand même un peu la pierre angulaire, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on parle de mode éthique, les gens ont tendance à dire « je n'ai pas de… ça coûte cher, ça coûte trop cher ». Je pense qu'il y a effectivement une toute autre manière en fait, d'aborder la mode, etc., avec cette notion de responsabilité, en fait, qui est vue comme… Parfois, effectivement, c'est le prix, mais parfois, il y a aussi un peu un côté austère, on ne va pas se faire plaisir, etc. Et en fait, ce n'est pas ça. Donc, il y a le prisme est à changer, ça prend du temps, mais je crois que voilà, le mouvement est quand même largement amorcé aujourd'hui. Alexandra voulait réagir, ouais. Au travers de nos études de consommation, on a vu que oui, effectivement le prix c'était un argument, de se dire oui mais pourquoi est-ce que je paierais presque le double pour un produit qui est made in France ou qui est bio alors que bon je vais pas le porter longtemps ou quoi que ce soit. Il y a des modèles aussi qui sont très classiques, qui sont pensés par les enseignes éthiques et responsables comme vous, Sidonie, pour éviter que ça corresponde au maximum aux gens en fait. Et puis éviter les pertes, éviter les produits donc, qui seront perdus, qui ne vont plus plaire, quoi que ce soit. Mais on a aussi, avec toutes ces causes qui arrivent, au début on parlait du véganisme, du bio, puis après commerce équitable, vintage, upcycling, on a découvert plein de nouveaux mots. Et ces nouvelles causes aussi nous permettent de répondre un peu plus petit à petit aux besoins des gens. Si on cherche quelque chose de plus stylé, de plus qui se démarque davantage, on va plutôt s'orienter vers le vintage, vers le upcycling. Et puis au niveau des manques de il y a un manque de connaissances cruelles des gens qui ne savent pas sur où aller pour retrouver toutes ces enseignes réunies, toutes ces causes réunies, parce qu'au final, les aides sont un petit peu dispatchées. Hein. Ouais, il y a un vrai manque de visibilité. Ah, si, moi je sais, on ira sur Super Responsable, c'est pas ça l'idée Pas que, il y a plein d'acteurs, d'experts du secteur et d'acteurs qui comme ça s'unissent, et ça qui est beau aussi, il y a les AMAP, et puis tous ces acteurs qui commencent nous on discute avec We Dress Fair, avec Slow, plein de marketplaces, plein de e-shop et tout, et on essaie de réunir un petit peu tout le monde pour dire hey, venez, on se regroupe et voilà. Et on est plus fort ensemble. Ouais, et puis pour que les gens puissent se rendre compte qu'effectivement, déjà aujourd'hui, il y a énormément de choix dans la mode éthique. Bon, pas que la mode, parce que nous, on fait différents secteurs, mais rien que dans la mode, rien qu'entre nous, là, sur cette vidéo, on voit bien qu'on fait tous une chose différente et qu'on est capable aujourd'hui de s'habiller de façon responsable juste avec nous en tant qu'acteurs, quoi. Et ça, les gens ne le savent pas forcément. Donc, ça va être notre rôle de le diffuser largement. Et justement, c'est une question pour Aïla, parce que mais bouger, le choix des fournisseurs, il a un impact, on l'a compris, considérable aussi sur l'entreprise en elle-même. Est-ce que c'est facile justement de mesurer que
de mesurer cet impact-là et de faire adhérer vos citoyens consommateurs, je dirais maintenant, parce qu'on va changer les termes un peu, de les faire adhérer à ces valeurs-là. Est-ce que c'est simple dans le discours? C'est un discours très compliqué en ligne. Nous, pour nous lancer, on a vraiment fait et on faisait beaucoup d'événements, beaucoup de pop-up stores et de marchés responsables où on va retrouver des acteurs qui nous ressemblent. Et lorsque c'est du face-to-face, le discours, il est naturel, les impacts, le concept, tout est très naturel et on arrive facilement à adhérer, à déclencher un achat, une souscription à la newsletter et même des gens qui nous envoient derrière des mails pour savoir si on a pu se réassortir. En ligne, le bruit et le brouhaha est énorme, la publicité des grandes marques, de ceux qui font du greenwashing, mais qui ne sont pas vraiment green, de ceux qui veulent faire des efforts. Nous, en termes de responsabilité, on est très conscients de nos limites. Typiquement, parce qu'on se source pour la plupart de nos matières premières et de nos articles et des entreprises avec lesquelles on travaille, elles sont localisées en Afrique. Elles n'ont pas forcément, quand ce n'est pas entré dans leur système de production, typiquement pouvoir sourcer. Ils savent qu'ils se sourcent localement, mais ce tissu qu'ils ont acheté au marché d'à côté, est-ce qu'ils savent d'où est-ce qu'ils viennent? La plupart du temps, ils viennent de Chine, ils viennent d'Inde. En fait, plus on leur pose des questions, plus on se rend compte que le mode de fonctionnement en fait, du système a été tellement opaque et fait pour ne pas être transparent. Du coup, nous, pour pouvoir remonter toutes ces informations à nos clients, ça devient encore plus difficile. C'est de là qu'on a compris qu'il fallait en fait, pour le coup, repartir à zéro. Nos consommatrices ou ces nouveaux citoyens qu'on veut transformer, en fait, il faut qu'ils soient inclus dès le début dans le processus de sélection, qu'ils participent avec nous. Et c'est pour ça qu'on a vraiment mis un gros halt, en fait, pour pouvoir sélectionner une petite partie de clients avec lesquels on travaille, avec lesquels on échange. L'équipe a été petite, elle a beaucoup grandi, elle a grossi ces derniers temps pour accentuer en fait le travail de réflexion, d'échange et surtout solidifier notre démarche responsable, comme on l'appelle. Une démarche en fait qui veut prendre et le consommateur, mais aussi les marques qui sont les partenaires clés et introduire en fait, on a compris qu'il fallait grandir avec des grandes enseignes. C'est pour ça qu'on veut collaborer avec typiquement quelqu'un comme Galeries Lafayette qui a un corner de Good Good, qui a, lui, cette capacité de diffusion auprès du grand public via lequel, en fait, notre discours va être perçu de façon plus directe et plus claire. Parce que c'est vraiment ce qui, moi, je ressens qui est le plus compliqué. C'est parler, en fait, lorsque tout autour, il y a ces marques qui font du vrai, celles qui essayent et celles qui font du faux, qui essaient en fait de parler. Et je vois beaucoup en fait le lancement de nouveaux multimarques comme nous, que ce soit We Dress Fair, Clos. Il y a beaucoup d'acteurs en fait qui sont en train de faire cet effort de communiquer, de diffuser, de vulgariser au sens large le terme d'éco-responsabilité adaptée à la mode. Mais l'évangélisation est vraiment difficile parce que, comme disait Alexandra, en fait, on a été bombé par tellement de labels, de façons de penser et on mélange aussi, on a tendance à mélanger entre ce qui vient de l'éco-responsabilité en termes d'agriculture, l'impact côté vêtements qui est quand même différent, ou même si on se concentre sur la beauté, le healthcare, le bien-être, c'est différent, mais à la fin de la journée, on parle de la même base, du respect du consommateur et de la transparence de ce qu'on fait. Sauf qu'il y a deux choses, et ce sera certainement notre conclusion. On fait un petit tour de table de conclusion, mais ce que vous dites est passionnant, Raïla, parce qu'en fait, il y a le consommateur ou le citoyen consommateur qui ne cherche pas forcément non plus à s'informer, et deux, les marques qui créent label sur label sans non plus être transparents par rapport à la conception de ces labels. Donc la question que je vous pose à toutes pour ce dernière question, et votre réponse va, à mon avis, permettre d'y voir un peu plus clair, c'est: quelles sont les deux actions ou les deux mots-clés prépondérants pour que justement la mode responsable puisse complètement instiller dans l'univers de la mode tout court, quoi. Pédagogie, éducation, c'est quoi pour vous? Qui prend la parole en premier pour qu'on puisse conclure? Raïla, collaboration, vous disiez.
Collaboration entre acteurs. Moi, depuis l'école, je n'ai jamais cru à la compétition. J'ai plus cru à la cooptation. Je pense que le gâteau est assez grand en fait pour qu'on ait chacun ses parts et qu'on se serve à son tour. Et si on collabore entre grandes marques, entre acteurs responsables, entre acteurs un peu moins responsables pour s'entendre sur une vision commune, c'est-à-dire le bien du consommateur, parce que le bien du consommateur sera par écho le bien de notre business, de notre marché, et ça va de soi, et ben, ça sera plus simple en fait d'homogénéiser le discours de ces labels, etc. Sauf ça, c'est modulo le fait que d'autres acteurs n'aient pas envie de faire des réserves pour le garde-manger. Vous voyez ce que je veux dire? Ça, on ne peut pas plaire à tout le monde et on ne peut pas travailler avec tout le monde. On n'a pas tous le même appétit, je dirais. Alexandra, vous, votre conclusion justement pour être projective un peu. Je la rejoins totalement au niveau collaboration entre acteurs. Je pense que c'est vraiment le mot-clé. Il faut vraiment travailler de pair. Aujourd'hui, même je pense qu'avec l'avènement d'Internet, ça nous a permis de découvrir un peu le pouvoir qu'on avait en tant que citoyen, mais aussi de pouvoir communiquer, échanger les uns avec les autres. Aujourd'hui, on se rend compte qu'on n'a même plus spécialement besoin de la télé pour pouvoir se renseigner sur le monde, quoi que ce soit. Et donc, les particuliers devraient travailler davantage avec les entreprises. C'est pour ça que sur notre page, on propose actuellement aux gens de renseigner les enseignes qu'ils connaissent. En fait, il faut vraiment travailler, penser communautaire, penser collectif. Et puis, donc, ne pas hésiter à mettre en avant, à ne jamais oublier ces marques qui s'engagent, qui donnent tout, en fait, pour changer le monde, et vraiment les soutenir, parce que ce sont aussi des marques qui pratiquent le prix juste, donc de faibles marges, et qui prennent cette crise sanitaire de plein fouet. Aujourd'hui, on a des enseignes, ça me chagrine beaucoup, mais qui disent, ben voilà, là, on n'a plus que 2-3 mois d'existence, après on devra mettre la clé sous la porte, après des années d'efforts, ce serait vraiment dommage. Ouais. Et aussi aider les enseignes qui sont déjà existantes et qui sont en transition. Là, on est un petit peu affolé, on se dit, attends, mais il y a celle-là qui veut s'engager là-dedans, mais c'est que du greenwashing. Oui, mais si ça se trouve, il y a une enseigne, par exemple, je dirais Esprit ou Puma, quoi que ce soit, il y a des enseignes dans la mode qui testent en prototype le cuir végétal pour leurs produits, qui commencent à préparer leur collection, qui commencent à créer petit à petit des gammes et élargir les gammes si ça fonctionne. Donc, il faut aussi leur laisser l'opportunité de s'exprimer et ne pas les bâcher tout de suite, quoi. Je pense. Ok, bonne conclusion globale. Monia, pour vous? Oui, moi je dirais, vous en parliez tout à l'heure, mais effectivement, beaucoup de pédagogie et j'insiste auprès du grand public et dans les écoles de mode aussi, où les personnes qui vont arriver dans ce marché et qui vont pouvoir porter des choses que… Parce que oui, il y a beaucoup de personnes qui sont de mauvaise foi dans cette industrie et qui sont de mauvaises personnes, mais je pense que, l'ayant vécu dans les équipes dans lesquelles je travaillais, il y a aussi tout un tas de gens qui juste travaillent et ne se posent pas trop la question et n'est pas machiavélique, mais juste travaille et il va du lundi au vendredi, voilà, sans trop analyser. Donc, beaucoup de pédagogie et après de la responsabilité de la part de tout le monde, de ceux qui peuvent vraiment pas se permettre d'acheter ailleurs que fast fashion, de ceux qui peuvent se permettre mais qui ont encore du mal à sauter le pas, enfin, d'être un peu d'honnêteté avec soi-même et surtout de la sanction, en fait. De la sanction, il y a des lois qui sont passées, il y a ces pactes qui sont signés, c'est pas coercitif. Donc, et cette sanction, ça, il n'y a que nous, en fait, il n'y a que les citoyens qui peuvent demander à ce qu'il y ait… déjà, nous, on a un pouvoir de sanctionner en n'achetant pas, mais aussi de porter notre voix un peu plus loin et de demander à nos gouvernements d'aller avec une loupe regarder ce qui se passe, et si c'est pas correct humainement et pour la planète, ça sera sanctionné et c'est tout, quoi. Un beau projet qui me plaît bien. Sidonie, votre conclusion? Oui, moi je rejoins un peu ce que disaient les filles, c'est-à-dire que je pense que l'union fait la force. Donc, je serais plutôt sur l'aspect collaboratif, et je pense également que la pédagogie aujourd'hui doit être là également. Voilà. Bon, on est tous en phase. Héloïse, je pense aussi que vous êtes en phase avec nous. Complètement. Moi, je pensais en 2 mots, communauté et co-construction. Et évidemment, je pense que si on veut faire avancer les choses, il faut qu'on le fasse tous ensemble, aussi bien les clients les
particulier que les professionnels. Et que c'est comme ça qu'on ira de l'avant et qu'on arrivera à obtenir cette transparence qu'on pense que tout le monde mérite et qui est cruciale pour notre environnement. Bah écoutez, mesdames, j'espère que c'est ce qu'on a fait, qu'on a co-construit de façon collaborative avec beaucoup d'intelligence et d'énergie pour, j'espère, ceux qui nous ont écoutés. Moi, j'ai appris plein de trucs encore. Je culpabilise un peu de certaines pièces que je peux avoir dans ma garde-robe. Voilà, hein, je vous le dis, donc je vais faire attention maintenant et je vais me comporter comme citoyenne de la mode. Merci infiniment à toutes. Merci à toutes. Je rappelle que tous les sites de vos entreprises vont être présents sur le site de la ville de Biot et qu'on pourra retrouver après les enregistrements de ces tables rondes qui seront accessibles aussi sur les réseaux sociaux de la ville de Biot. Merci infiniment et merci surtout pour tout ce que vous faites, mesdames. Merci. 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 Au revoir. Max, c'est à toi. Oui, merci beaucoup à toutes. Et je suis en train de me dire que le nom de la table ronde, comment porter le changement, ceux qui se sont lancés, en fait… bien sûr, c'est celle. Donc, je m'excuse auprès de toutes et je pense que Berthe, il m'en tiendra pas gré. Donc, je trouve ça… alors, et en plus, je pense que ce n'est pas vraiment uniquement lié au fait que ce soit dans la mode et que ce soit peut-être un domaine qui soit plus prompt à être occupé par des femmes. Je pense que vraiment, il y a beaucoup de jeunes femmes, notamment, qui sont en train de se lancer et de commencer quelque chose et avoir une initiative, pas que dans la mode. Donc, je vous félicite toutes. Et je vous remercie beaucoup d'avoir pris le temps pour nous accompagner dans cette expérience. Donc, je vous rappelle que c'est une première pour le festival et pour tous ceux qui ont travaillé, qui m'ont aidé à réaliser cette version en ligne 2.0 des souffleurs d'avenir. Ouais. C'est du nouveau pour tous. Donc, derrière les petites affiches, là, il se cachent mes collaborateurs qui sont des agents de la mairie qui ont aussi découvert comme moi cette façon de faire. Donc, je les remercie au passage. Bravo! Bravo à toutes. Et donc, on va clore le thème de la mode durable qui encore mérite beaucoup plus d'attention, bien sûr, avec une petite vidéo enregistrée d'une dizaine de minutes et qu'on va demander à lancer donc, à la régie. Merci. À tout à l'heure. Ah oui, et puis je vous rappelle bien sûr qu'à 17h15… Oui, revenez, hein. Partez pas, revenez. On va revoir Elsa Grangier avec Éric Piolle et les autres invités qu'elle va introduire. Voilà, merci. Très bien.